Les hommes ont toujours été inspirés par la beauté des chevaux et par leur puissance naturelle. Pour le dressage et les reprises en musique, les hommes participent à cette beauté. Ils la contrôlent et la perfectionnent au point d'en faire une danse. Le dressage sera le thème de cet épisode. Et voici les célèbres Royal Lipizan Stallions. Au plus haut niveau du dressage, les chevaux exécutent des airs relevés. Ces pas sont le domaine exclusif des célèbres Royal Lipizzaner Stallions de l'école espagnole d'équitation de Vienne. Comme la plupart des mouvements de dressage, les airs relevés se sont développés sur les champs de bataille. Les mouvements naturels des chevaux ont été mis à profit pour effrayer, frapper et disperser les soldats ennemis. Le mouvement sur lequel s'appuient les airs relevés s'appelle la levade. Pour la levade, le cheval porte une grande partie de son poids sur ses hanches, en abaissant son arrière-train et en levant ses membres antérieurs. Le mézère consiste en une série de levades. Pour exécuter la courbette, le cheval se tient sur ses membres postérieurs, laisse tomber son poids et saute en avant. Ainsi, il saute en l'air en prenant appui sur ses postérieurs. La cabriole débute comme la levade, mais alors que la puissance se concentre dans les postérieurs pour la levade, le cheval saute des 4 membres, puis tend les postérieurs vers l'arrière pour la cabriole. Une fois encore, il s'agit d'une manœuvre militaire que l'on utilisait pour frapper les ennemis par derrière. Entraîneur et cavalière de compétition, Gillian Wright nous guide dans l'univers très ancien du dressage. Kashtin est un hongre traqueneur de 3 ans et demi. Il a été élevé ici à Traqueneur Glen. Sa mère et son père vivent toujours ici. Il mesure 2,65 m. Je l'ai débourré au printemps. Il travaille donc depuis 6-7 mois à la selle. Je le suis depuis sa naissance. Je l'ai même aidé à voir le jour. Par conséquent, il a vécu toute sa vie avec moi. Avec lui, j'utilise un mors en caoutchouc car il est jeune et toutes ses dents n'ont pas encore poussé. Lorsque les dents d'un cheval sortent, ses gencives deviennent douloureuses. Il y a des risques d'inflammation. Il a une bouche très sensible. C'est pourquoi j'utilise un mors en caoutchouc. C'est mieux pour les jeunes chevaux. Le dressage est un entraînement gymnastique systématique du cheval qui permet d'améliorer ses capacités. Le dressage étant un type d'équitation très ancien, l'entraînement est devenu systématique. Il existe en effet de nombreux ouvrages anciens sur le sujet. Gillian a commencé la journée en faisant travailler Kashtin à la longe. Pour cela, elle a attaché cette sorte de longue corde à un caveçon inséré dans la bride. L'avantage du travail à la longe, surtout avec un cheval jeune, est que ça lui inculque les premiers stades de l'obéissance. Il apprend les ordres oraux. Le sens le plus développé chez le cheval est l'ouïe. Quand on travaille à la longe, on utilise plus la voix. Alors le cheval écoute et fait attention tout en trouvant son équilibre en tournant en rond. Il ne faut pas faire aller un cheval jeune au pas trop longtemps, surtout à la longe. L'arène latérale restreint leur pas. On voit ici qu'il n'avance pas vraiment. Je le fais donc passer du pas à 4 temps au trot. Au trot, le cheval doit utiliser toute sa stature, ses épaules et ses hanches pour arriver à un mouvement délié et gracieux.
Canter. C'est la même chose pour le galop, une allure à 3 temps. Il s'étire gracieusement au-dessus du sol en employant ses hanches et son épaule pour se propulser. On repasse au trot. Il se rééquilibre en reprenant l'allure à 2 temps. Puis on revient au pas. L'équitation a 6000 ans. Xénophon, le général et philosophe grec, disciple de Socrate, a écrit le premier traité classique sur l'art de l'équitation il y a 2400 ans. Ce qu'il préconisait 400 ans avant Jésus-Christ vaut encore aujourd'hui. Si vous incitez un cheval à assumer une attitude, il l'adoptera de lui-même. En exhibant sa beauté, vous l'incitez à avoir l'air joyeux et magnifique, fier et digne d'avoir été monté. De la Grèce antique au Moyen Âge, l'équitation a connu un déclin. Un écrivain de la Renaissance, de la Guérinière, a écrit que l'obéissance devait venir du cheval même. Elle ne pouvait venir de ce qu'il appelait l'assujettissement angoissé. Les écoles d'équitation européennes ont restauré cet art pendant la Renaissance. De grands penseurs et philosophes, suivant les traces de Xénophon, ont donné forme au dressage classique. On ne peut pas obliger un cheval à aller au-delà de ses propres capacités. Le cavalier doit donc comprendre les aptitudes naturelles du cheval et travailler avec. Indus est un étalon traquanaire de 23 ans. C'est le géniteur de Cashtin et de ses 2 autres chevaux avec lesquels je vais travailler aujourd'hui. L'origine de la race Trakehner se trouve en Prusse orientale, dans la province de Trakehn, d'où son nom. La plupart des races allemandes portent le nom de leur province d'origine. La Trakehner fut créée pour servir dans la cavalerie de l'armée prussienne. Il fallait un cheval qui ait de l'énergie, mais aussi de l'élégance pour participer aux parades devant le Kaiser. C'est une race très bien adaptée au dressage, qui possède un trot élégant et un bon tempérament. Voici Cassium. Cassium est le frère de Cashtin. C'est un hongre traquanaire de 6 ans. Il mesure 1,65 m. Il est passé au 2e stade de l'entraînement. Il se concentre plus sur les exercices de rassemblés et latéraux. Le cheval suivant s'appelle Kid, qui est également un frère de Cashtin. C'est un hongre traquanaire de 14 ans. Il mesure 1,72 m. C'est moi qui le monte. C'est la première année qu'il participe au Grand Prix. Il est capable d'exécuter des mouvements de haute école. Dans chaque race, on trouve une individualité propre qui dépend des lignées et du tempérament. Les Trakehner, surtout les lignées que nous élevons ici, ont la volonté de travailler.
Leur attitude générale face au travail correspond à ce que j'attends et à la façon dont j'entraîne les chevaux. Kashtin a tout juste 3 ans et demi. On peut voir qu'il est plutôt décontracté et insouciant. C'est un cheval au tempérament pondéré. C'est un grand cheval un peu jeune. Il a des facilités, mais elles ne lui viennent pas naturellement. Kid, au contraire, participe déjà à des grands prix. Il est beaucoup plus énergique. Son caractère est déjà forgé. Il a plus de connaissances et ces connaissances lui viennent de l'entraînement. Si je lui demande de rester en place, il peut rester sans bouger pendant longtemps sans objecter. Je lui ai fait travailler son obéissance et sa volonté. Gillian a poursuivi l'entraînement avec Kashtin en plein air, en le faisant trotter par-dessus des barres au sol et des obstacles un peu plus haut appelés cavaletti. Quand on fait travailler le cheval par-dessus les obstacles de trot, les barres se trouvent au sol. Elles servent à apprendre au cheval à se soulever au-dessus des obstacles, à regarder où il va. Il apprend à garder un rythme équilibré et régulier. Au-dessus des barres de trot, il donne un peu plus de cadence à ce rythme. Les cavaletti sont un peu plus élevés. Quand le cheval passe par-dessus, il doit remonter ses membres et utiliser son dos un peu plus. L'objectif, c'est que le cheval ne change pas de rythme, qu'il trotte au-dessus des barres, au-dessus des cavaletti ou sur un terrain exempt d'obstacles. Il doit conserver le même rythme tout du long. Je vais maintenant travailler avec Cassium. Cassium est un hongre traquenard de 6 ans, un frère de Kashtin. Il est passé au 2e niveau d'entraînement, c'est-à-dire aux reprises de petits tours. Il commence à travailler les allures, à exécuter les figures d'école, le tout en adoptant le mouvement rassemblé. Lors de ces 2e phases de dressage et pendant la 3e, le terme « rassembler » est souvent employé. Comprendre ce mot est essentiel pour comprendre le dressage. Par le terme « rassembler », on entend que le cheval se porte plus sur son arrière-main et utilise les articulations de ses membres postérieurs plutôt que ses antérieurs. Ses antérieurs lui permettent de s'équilibrer. Le cheval apprend comment placer son centre de gravité plus sur son arrière-main et moins sur son avant-main. Alois Podhajski était un célèbre maître d'équitation de l'école espagnole de Vienne. Selon lui, un cheval n'est souple et agile que s'il est relaxé. La relaxation du cheval dépend de sa confiance et de son habileté à comprendre les exercices qu'il exécute. Avec les jeunes chevaux, on pratique donc des exercices simples. Au stade suivant, on en demande plus, ce qui crée une certaine tension pendant le travail. L'exercice n'est correctement effectué que lorsque le cheval le comprend et se sent détendu, tout en ayant la volonté de coopérer et d'obéir. Et il ne s'agit pas de contrôle, mais de compréhension de part et d'autre. Il s'est bien comporté. Cependant, il a fait preuve d'inattention quant à mes ordres. Nous avons parfois perdu le fil de la communication, mais il a su tirer des leçons de ses erreurs. Quand il se trompait, n'écoutait pas mes ordres, ou bien quand mes ordres n'étaient pas clairs, je recommençais et je le corrigeais. Et il finissait par exécuter l'exercice correctement. C'est ce que l'on peut attendre de mieux d'un cheval. D'Alexandre le Grand à la charge de la brigade légère, les traditions de l'équitation ont été entretenues par les militaires. Le régiment à cheval de Lord Strathcona a été reconstitué en 1977 pour honorer cette tradition. L'équitation militaire et le dressage classique peuvent sembler très différents, mais autrefois, il s'agissait de la même chose. Une grande partie des mouvements de dressage tirent leur origine des champs de bataille.
montrer les mouvements de dressage de haute école, Sharon Merkel-Beatty, avec son champion westphalien Frauing, a rejoint Gillian Wright. Gillian va maintenant monter son cheval de Grand Prix, Kid, un Hongre de 14 ans. La haute école est le dernier stade du dressage. Les chevaux comprennent enfin ce qu'on veut leur faire faire. Pour les mouvements de haute école, on demande encore plus de ramasser. Ils comprennent vraiment ce qu'on attend d'eux. Ils ont développé l'énergie et la force physique nécessaires pour effectuer les exercices. Nous travaillons le piafé, le dressage, les changements de pied en l'air et des transitions plus fréquentes. L'apparence physique du cheval commence à changer parce qu'il adopte de lui-même un port différent. Sharon et Frauing vont maintenant effectuer des changements de pied à chaque pas. Le cheval semble danser d'un pied sur l'autre. Cela demande un très bon équilibre de la part du cheval et du cavalier. Avec le bas de sa jambe, Sharon indique au cheval ce qu'il doit faire. Sharon va maintenant faire une contre-pirouette. Les pirouettes tirent leur origine de la guerre. Au moyen de la demi-pirouette, le cheval change de direction pour éviter l'attaque des ennemis. La pirouette servait à éviter l'ennemi, puis à revenir sur ses pas pour attaquer à son tour. Gillian nous montre maintenant un mouvement appelé passage. C'est un mouvement au trot très ramassé et très relevé. Il faut de nombreuses années avant qu'un cheval réunisse la force et l'équilibre permettant d'exécuter cet exercice. Il doit avoir des gestes déliés et légers au-dessus du sol. On doit avoir l'impression qu'il pousse tout son corps vers le haut. Il doit plier les genoux et les jarrets pour se propulser légèrement vers le haut. Ici, Gillian exécute du trot demi-pas. Le cheval doit mener le mouvement de l'épaule et montrer l'incurvation de son corps. Les membres antérieurs et postérieurs se croisent visiblement. Avec ce type d'entraînement, le dresseur au sol assiste le cheval dans ses mouvements. Il induit le rythme du piafé en tapant légèrement avec le fouet. Le piafé a certainement vu le jour durant les guerres, quand les chevaux devaient passer au-dessus des soldats morts. L'apprentissage est assez long, car les chevaux doivent avoir un grand équilibre pour plier les articulations et se déplacer en rythme. Les membres suivent un rythme à 2 temps, les antérieurs et les postérieurs devant se lever à la même hauteur. Pour obtenir ce mouvement, les chevaux doivent apprendre à rester sur place et exécuter les pas. Nous utilisons des aides pour communiquer avec les chevaux, pour qu'ils sachent ce que nous attendons d'eux. En dressage, nous avons 3 types d'aides: les supérieurs, les inférieurs et les accessoires. Une personne qui regarde le cavalier et sa monture apercevra de légers mouvements du cavalier. Le contact par le biais des rênes doit être élastique. Le cheval est capable de répondre à la pression et les mains du cavalier doivent être souples et flexibles au poignet, comme on le voit chez Gilles. Elle plie et ferme simplement les doigts. C'est comme si elle pressait une éponge. Le contact est très subtil sur la bouche du cheval. Lorsque les chevaux sont réceptifs, il suffit de serrer les mollets et ils sentent la pression à travers la selle. Les jambes du cavalier restent toujours en contact avec les flancs du cheval. On peut donc utiliser tout son corps pour communiquer avec le cheval. Les jambes, les mollets, les cuisses, les fesses, le bas du dos, le haut du corps et les mains permettent de communiquer avec le cheval. Les années d'entraînement du cheval et du cavalier finissent par aboutir à un programme de reprise libre en musique. Comme le programme long en patinage artistique, il est chorégraphié autour de figures imposées selon les choix des cavaliers. La communication se fait de part et d'autre. Le cheval doit être obéissant, mais il ne doit pas être soumis à une discipline de fer lors de l'entraînement. Aucun cheval ni aucun cavalier n'a cela dans le sang. Le cavalier doit donc se montrer aussi exigeant envers lui-même qu'envers son cheval, sinon plus.
Si l'entraînement est réussi, on le voit quand les chevaux sont en liberté avec les autres. Ils ont des mouvements ramassés, ils tiennent la tête haut et ils ont un port majestueux. C'est ce que nous recherchons chez les chevaux de compétition. Dans l'univers de l'équitation américaine, l'équivalent du dressage est l'équitation western. Ce sport équestre attire de plus en plus d'amateurs en Amérique du Nord. J'entraîne mon cheval 5 jours par semaine. Je le monte et je le dresse en me concentrant chaque jour sur une nouvelle figure afin qu'il comprenne parfaitement ce que j'attends de lui. Ensuite, je peux le guider sans tirer sur les rênes et lui faire apprécier son travail. Lorsque le cheval a compris, il est dressé. Ensuite, il ne lui reste plus qu'à apprécier les exercices pour devenir un champion. Il a des jarrets très solides, ce qui lui facilite la tâche quand il doit s'arrêter en dérapant, tourner et se rouler. C'est un cheval facile qui adore se donner en spectacle. Il est toujours meilleur en public que seul à la maison. Et maintenant, un dernier hommage au cheval dansant. Le besoin de musique pour danser est propre à l'homme. Le cavalier comprend la musique et la transmet au cheval. Cavalier et cheval dansent ensemble. Ce sont deux âmes, mais un seul cœur et une seule danse.
Bonjour, je m'appelle John Scott. L'homme a toujours aimé jouer avec des boules et des bâtons. Et il aime aussi le cheval. Il fallait bien qu'un jour, quelqu'un ait l'idée de réunir les deux. Ce fut l'invention du polo. Le cheval de polo a la vitesse de démarrage du quarter horse et la vitesse de pointe d'un pur sang. Il sait tourner et s'arrêter comme le meilleur cheval de tri. Le polo est un sport physique, un sport de contact. Les chevaux se bousculent et se percutent à pleine vitesse. Il leur faut du courage et le goût de la compétition. Élevés pour le polo, entraînés pour le polo, ces chevaux sont des athlètes complets. Il le faut bien. Julie Ronish est une joueuse reconnue. Elle est en fait la meilleure joueuse du Canada et la seule femme à avoir jamais joué l'Open des États-Unis. C'est parce que mon mari jouait au polo que je m'y suis mise. Chez lui, tout le monde jouait. Son grand-père, son père, son frère, tout le monde. Alors c'était un choix à faire, le suivre ou le quitter. Mais il a fallu que je fasse le valet d'écurie un bon moment avant de pouvoir toucher un maillet. Bon, on va l'emmener à l'entraînement et on verra comment est sa jambe. Tout en étant une excellente joueuse, Julie Ronish s'occupe aussi du programme d'entraînement des chevaux à Chinook Downs. Avec elle, j'ai pu observer comment on soigne et comment on entraîne les chevaux de polo. En fait, il faut surtout faire attention à un certain nombre de choses, comme vérifier les jambes, bien choisir la nourriture et s'assurer qu'ils sont assez en forme pour faire ce qu'on leur demande. Vous voyez, il y a vraiment un problème de desquamation. Alors vous lui mettez de la lotion pour bébé, un peu d'onguent, le bandage, et vous séchez bien surtout. Ce sont des athlètes complets. Il faut leur consacrer beaucoup de temps et d'énergie pour être sûr qu'ils soient capables physiquement de jouer au polo et qu'ils ne sont pas surmenés mentalement. Parce que ça peut arriver même avec des chevaux. Une des premières choses que j'ai apprises, c'est que les chevaux de polo sont des pur sang, de la même race que les chevaux de course, mais d'une espèce différente. Alors que le pur sang est fait pour la vitesse, le cheval de polo doit combiner vitesse, agilité et endurance. Julie nous montre maintenant ce qu'elle considère comme la morphologie idéale pour un cheval de polo. Je vous présente Quill. C'est une jument pur sang de 4 ans. Pour moi, elle est quasiment parfaite pour le polo. Elle a une belle tête intelligente, avec un bon espace entre les yeux. Elle est peut-être un peu courte à l'encolure, mais ça n'a guère d'importance quand on a sa taille. Elle a une épaule bien oblique, une belle corpulence, ce qui veut dire une bonne ventilation. Cela va lui permettre de jouer 7 minutes et demie sans s'essouffler. Elle a une bonne ossature, des canons courts, un dos court, ce qui la rend très athlétique, et la hanche bien oblique. Elle va très vite, mais elle est un peu petite, c'est son seul défaut. Elle est juste un peu petite, mais elle n'a que 4 ans. Je pense qu'elle va encore grandir un peu. Comparons maintenant Quill à Crystal, le cheval que Julie montait tout à l'heure. Crystal est plus vieille. Elle vient d'Australie, pas de notre propre élevage. Et même si ces deux juments ne se ressemblent pas, elles sont assez semblables sur bien des points. Celle-ci est seulement plus grande, mais c'est la même chose. Des yeux intelligents, bien écartés. Elle a une longue encolure et un bon équilibre, et toujours une épaule bien oblique, une bonne ossature et des canons courts. Et elle a des hanches superbes. Elle est très rapide. Elle a tout ce qu'il faut pour amortir les chocs et jouer pendant des heures. C'est ma préférée. Quand on parle de l'intelligence d'un cheval de polo, les avis divergent parmi les joueurs. Certains se demandent si un cheval intelligent supporterait vraiment les exigences de ce sport.
L'été dernier, je suis allé voir Tom Wayman, l'un des meilleurs joueurs de polo que l'Amérique du Nord ait connu. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de l'intelligence des chevaux de polo. La question est de savoir si un cheval intelligent supporterait de passer 7 minutes sur un terrain de polo ou bien si seul un cheval idiot le pourrait. Personnellement, je pense qu'il doit être intelligent. Tom, quelle est l'importance du cheval dans un match de polo? Je dirais que ça compte pour 75% du jeu. Il y a un vieux proverbe qui dit qu'on pourrait apprendre à un singe à frapper une balle de polo, mais si personne ne l'amène jusqu'à la balle, ça ne sert à rien. Ces chevaux, il faut que pendant 7 minutes, ils sachent aller aussi vite qu'un cheval de course, s'arrêter et tourner comme un cheval de concours et se déplacer de côté comme un cheval de cutting. En fait, c'est sans doute l'animal le plus sportif qui soit. Mais quel est le pourcentage d'hérédité dans tout ce talent? Pour le savoir, j'ai demandé à Julie Ronich de nous parler de son programme d'élevage. Nous avons commencé avec quelques juments de course que nous avons fait pouliner. Et nous avons eu de la chance. Nous en avons tiré 2 ou 3 excellents chevaux de polo. Progressivement, nous avons plutôt utilisé des juments de polo à la retraite comme base de notre élevage. Nous avons surtout fait attention à ne pas utiliser des juments qui ont une voussure ou une blessure, parce que ça correspond souvent à un défaut morphologique. Il vaut mieux éviter de propager ces défauts qui peuvent être génétiques. Depuis 2 ou 3 ans, nous utilisons un étalon qui est d'origine argentine. C'est un pur sang argentin qui avait été amené pour le polo. Il a été l'un des rares chevaux mâles à jouer au polo. C'était un très bon cheval. C'est donc lui le père de cette petite jument grise avec laquelle j'ai joué. Et sa mère était aussi un ancien cheval de polo. Je suis convaincue que le talent pour le polo peut se transmettre par l'hérédité. Cela provient à 80% de la mère et 20% du père. Ce n'est pas garanti, mais on augmente les chances en utilisant une bonne jument de polo et un étalon bien bâti. En général, les chevaux de polo les plus cotés sont des juments. Il semble qu'elles soient plus courageuses, plus volontaires et aussi plus agressives. On ne les arrête pas facilement. Mais leur carrière est assez courte, alors qu'un bon hongre peut jouer des années sans se fatiguer parce qu'il n'ira jamais à son maximum. Il ne dépassera jamais le stade de la douleur, ce que les femelles font tout le temps. La vie d'un poulain ou d'une pouliche de polo n'est guère différente de celle des autres jeunes chevaux. On les sèvre vers 7 ou 8 mois et on commence à les mettre à la longe. On les dresse en très peu de temps quand ils atteignent l'âge de 2 ans. Les 7 ou 8 premières fois sont les plus formatrices. On passe de la longe à une étape où on leur demande de faire vraiment quelque chose. On dresse les jeunes en une dizaine de jours, et après ça, on peut les seller, les monter, les sortir dans le pré, les faire galoper. Ils savent alors changer de direction, s'arrêter et reculer. La différence entre la méthode de dressage de Tom Wayman au Texas et celle pratiquée à Chinook Downs, c'est la durée du dressage. On les prend à 2 ans. Et pendant 1 mois, on les débourre. On les fait courir, on leur apprend à avancer, à s'arrêter et à tourner. C'est un système d'apprentissage destiné à leur faire comprendre que le mors est là pour quelque chose et que la personne sur leur dos a une bonne raison d'y être. Ensuite, nous attendons qu'ils aient 3 ans et nous les faisons travailler pendant 1 mois. Et après ça, nous commençons à les monter avec le maillet à la main. On joue un peu de loin. Quand on arrive à les faire entrer sur le terrain calmement, sans qu'ils aient peur, alors on arrête encore jusqu'à ce qu'ils aient 4 ans. À l'âge de 4 ans, Julie Ronich met en œuvre ce qu'on appelle le programme Chevaux Verts, une période d'exercice, de pratique et de soins intensifs. Le palefrenier est chargé de mettre sur le terrain un cheval propre, mais aussi en bonne forme physique et mentale.
De toute évidence, l'entraînement est capital, vraiment crucial pour les chevaux de polo. On les laisse tranquilles pendant un moment, et puis on les reprend en main. Mais quand on veut les préparer, il ne faut pas commencer trop fort. Nous leur faisons monter et descendre les collines au trot, ce qui fait travailler tous les muscles. Et ça évite qu'ils s'ennuient à tourner en rond sur une piste. On peut toujours faire galoper un cheval de polo pendant des heures et des heures. Mais la seule chose qui le prépare vraiment, c'est de jouer au polo. Mais il faut commencer lentement, sans trop les brusquer, pour leur laisser le temps de s'habituer physiquement et mentalement à aller de plus en plus vite. En polo, il ne s'agit pas seulement de frapper la balle. Il y a aussi le problème de la circulation sur le terrain. Des chevaux qui courent derrière vous, qui vous bousculent, qui foncent vers vous parfois. En fait, c'est assez effrayant pour un cheval. Alors quand ils sont jeunes comme ça, on évite le plus possible qu'ils aient peur au point de refuser ensuite de retourner sur le terrain. On les habitue doucement pour qu'ils se sentent bien pendant les matchs. C'est ce que Julie appelle le programme chevaux verts. Le cheval qu'elle monte a manifestement envie d'accélérer la cadence. Doucement, pas la peine d'aller si vite. C'est juste pour s'entraîner aujourd'hui. Comme c'est encore ce que j'appelle un cheval vert, je vais y aller doucement avec elle aujourd'hui. Même si hier soir, je l'ai fait aller un peu plus vite. Je ne veux pas qu'elle imagine qu'à chaque fois qu'elle est sur le terrain, il faut qu'elle court de toutes ses forces. Je veux qu'elle ralentisse un peu, qu'elle soit encore un peu bébé, qu'elle y aille doucement et qu'elle s'amuse. Parce que j'ai un tournoi important avec elle dimanche, alors il faut qu'elle se ménage. Le polo nous vient des Indes. Le lieutenant britannique Sher, voyant un match dans l'état de Manipur en 1863, s'y intéressa de près. Le Raja local lui affirma alors que son peuple y jouait depuis 2000 ans. Il disait la vérité. Très vite, le polo arriva jusqu'en Angleterre. Il gagna ensuite les régions éloignées de l'Empire britannique, dont le Canada occidental, et devint le jeu à la mode. On décrit souvent le polo comme le sport des rois. C'est parce que la famille royale britannique y excelle. Édouard, le prince de Galles, était un passionné de polo. Éleveur en Alberta du Sud, il se joignait souvent aux matchs locaux. On attribue au prince Édouard le mérite d'avoir fait connaître le polo à Louis Mountbatten, son neveu. Lord Mountbatten écrivit plus tard une monographie sur ce sport sous le pseudonyme de Marco. Les générations suivantes ont continué à manier le maillet. Aux États-Unis, les stars de cinéma sont un peu l'équivalent de la famille royale. On raconte que c'est Will Rogers qui a introduit le polo à Hollywood. Rudolph Valentino, Spencer Tracy et Clark Gable étaient tous de fervents joueurs. Et la tradition se poursuit.
Le développement du polo en Amérique a amené le joueur professionnel sud-africain Joe Anderson à émigrer aux États-Unis. Et cela fait 3 saisons qu'il joue en invité sur le circuit canadien. Pour moi, c'était naturel de me mettre au polo. Mon grand-père y jouait, mes oncles aussi, mon père. C'était l'occupation du dimanche à la ferme. La raison pour laquelle je suis parti, c'est que j'adorais ça et qu'il ne semblait pas y avoir d'avenir dans ce sport en Afrique du Sud. J'ai d'abord passé 3 mois en Angleterre, et puis j'ai eu un contrat de 2 mois en Argentine. Après ça, j'étais fauché. Alors j'ai dû venir aux États-Unis. C'est comme ça que je suis arrivé à Miami. J'ai trouvé un boulot au club de polo local. Ensuite, j'ai fréquenté des petits clubs du Michigan, Détroit, Grand Rapids, pour finalement me retrouver en Californie, et je suis sur la côte ouest depuis. Les joueurs de polo sont classés selon un système de handicap de -2 à +10 suivant les résultats obtenus. En polo américain d'intérieur, Joe Anderson détient le plus haut classement, handicap +10. En polo d'extérieur, il est à +7. Dans les années 80, Tom Wayman était classé +10 en polo d'extérieur. C'était le premier Nord-Américain à atteindre ce score depuis 1951. Ce sont les autres joueurs qui vous classent, et la fédération vous affecte un handicap nouveau tous les ans, basé sur votre compétence de cavalier, votre jeu, votre contribution à l'équipe et votre score de l'année. J'ai eu la chance d'être classé à handicap 10 pendant quelques années. Il existe aussi un handicap d'équipe pour chaque match, qui est la somme des handicaps des joueurs. Ici, c'est un match à handicap +10. Imaginez ce que c'est à +20. J'ai pu assister à un match +20 à la fin de la saison du club de polo de Calgary. Shelley, pour quelle période avez-vous inscrit Candy? Les équipes étaient formées des meilleurs joueurs locaux et de professionnels argentins. L'Argentine est depuis longtemps le pays du polo. Des joueurs tels que les frères Zavaleta allaient pouvoir faire la démonstration de leur talent. Pour Julie Ronich, une occasion rêvée d'affronter les meilleurs. Quand j'ai commencé, le polo était un sport strictement masculin. C'était dur d'être une femme. Quand on se faisait frapper par la balle ou désarçonner, il fallait seulement remonter en selle et ne pas broncher. Pas question de jouer les femmelettes. Mais ça a changé, il y a de plus en plus de femmes. Je crois que c'est bien pour le polo. En plus, c'est le seul sport où les femmes jouent à égalité avec les hommes. Le terrain de polo mesure 275 mètres de long sur 145 de large, l'équivalent de 15 terrains de football américain. Chaque équipe compte 4 joueurs. Le match est divisé en périodes de 7 minutes. Pour un seul match, un joueur a besoin de plusieurs chevaux, généralement un par période. Dans un match important, il arrive que certains reprennent la même monture 2 fois, par exemple dans la première et la dernière période. Mais ils ne leur font jamais jouer 2 périodes d'affilée. Les meilleurs joueurs s'accordent pour dire que le jeu repose à 70% sur le cheval. Ce que l'homme ajoute, c'est sa compétence de cavalier et un équilibre sans défaut. De plus, il doit savoir frapper la balle avec force ou finesse, monter sur un cheval à pleine vitesse. J'ai regardé plusieurs périodes de ce match à handicap 20 avec Joe Anderson et Tom Wayman. Très vite, ils ont pu déterminer quelle équipe avait l'avantage.
On dirait que les chevaux ne sont pas tous du même niveau. L'équipe en vert joue avec des chevaux frais, et l'équipe en rouge a l'air de les avoir fait jouer non-stop depuis 2 mois. Cela dit, pendant les 2 premières périodes, les chevaux de l'équipe en vert n'étaient pas encore chauds, et les joueurs ne les poussaient pas assez. S'ils les avaient poussés plus au départ, il n'y aurait eu aucun doute quant à l'issue du match. C'est sûr. On a toujours intérêt à démarrer vite. L'équipe en rouge cherche à ralentir, parce que leurs chevaux ont l'air plus fatigués. Les joueurs en rouge vont sans doute reprendre leurs premiers chevaux, mais ils seront fatigués et les verts vont pouvoir s'envoler. Oui, si les rouges doivent faire ça, c'est sûr que rien ne pourra plus arrêter les verts. Il faut ralentir. Ça nous tue, ça. Joe et Tom avaient raison. L'équipe qui avait les chevaux les plus frais a accéléré le jeu vers la fin du match, prouvant une fois de plus l'importance du cheval dans le polo. Si on veut utiliser un cheval, que ce soit pour le polo, la chasse ou le bétail, peu importe, il faut que le cheval aime son travail. Un homme de 90 kg ne parviendra jamais à faire à un animal de 500 kg quelque chose dont il n'a pas envie. Les chevaux de polo sont pareils, ils aiment le jeu, ils y prennent goût. J'ai un cheval avec lequel je joue depuis quelque temps. Quand il voit les autres entrer sur le terrain et que ce n'est pas son tour, il essaye toujours de sortir de sa stèle. Quand on les regarde sur la touche, ils sont alertes, les oreilles dressées vers l'avant, ils regardent le match attentivement. Je crois bien que Quell aime jouer et Crystal aussi. C'est ce qui en fait de bons chevaux de polo. Bientôt, les chevaux, leurs cavaliers et leurs palefreniers vont partir pour Santa Barbara, en Californie, et ensuite pour la saison de polo en Inde. Il ne me reste plus qu'à attendre la prochaine saison pour profiter encore du merveilleux spectacle de ces chevaux extraordinaires. Le polo, un sport de roi, c'est aussi le sport de tous ceux qui aiment voir un bon cheval utiliser pleinement son intelligence et ses capacités. Un sport ne peut pas durer plus de 2000 ans sans une bonne raison.